Bonjour, voilà, on se retrouve ici pour vous présenter ce cours sur les communications cellulaires. Bien sûr, il n'est pas question de vous refaire le cours de biologie cellulaire sur les communications entre cellules, mais ici on va aborder ce problème de communication cellulaire du côté de biochimique. Donc on va voir un peu les structures de tous ces acteurs qui vont participer à cette communication depuis le ligand, le récepteur, les molécules intermédiaires qui vont jouer un rôle dans cette communication. Ils vont permettre de transformer le signal en une réponse cellulaire précise. Donc on va voir un peu toute cette chaîne de transformation des signaux avant d'aboutir à la réponse au niveau de la cellule. Voici le plan que je vous propose pour ce cours. D'abord une introduction pour situer un peu ce cours dans le programme général de ce module. Ensuite, on va aborder les étapes de la communication cellulaire. Donc, comme je viens de le dire, depuis la liaison du ligand avec son récepteur jusqu'à la réponse finale de la cellule. Ensuite, on va passer à une partie très importante de ce cours, à savoir les récepteurs cellulaires. Et là, on va aborder un peu tous les types de récepteurs, les récepteurs ioniques, ces fameux canaux, les récepteurs couplés aux protéines G, et les récepteurs à activité enzymatique. Les récepteurs, là, on va voir un peu les récepteurs à activité tyrosine kinase et les récepteurs à activité guanidate cyclase. Et on va terminer donc ce cours avec une conclusion. Voilà un organisme pluricellulaire. Il va communiquer. On voit à quoi va servir cette communication pour cet être vivant, pluricellulaire. Il va permettre à cette machine complexe de coordonner ses actions et pour assurer un bon fonctionnement. Et tout dérèglement de ce système de communication entre les cellules elles-mêmes qui constituent ces êtres vivants et entre les cellules et leur milieu environnant va entraîner des maladies qui sont parfois très graves. C'est le cas des cancers, des maladies neurologiques, des maladies endocriniennes, des troubles du rythme cardiaque, etc. Et la communication sert à bien réguler le métabolisme de ces êtres vivants, à réguler l'expression de leurs gènes, à modifier le cytosquelette des cellules et à modifier aussi les membranes. Donc voilà à quoi ça sert la communication cellulaire. Alors, quels sont les types de communication cellulaire qu'on trouve? La communication, d'abord, par des messagers qui vont réagir sur la cellule elle-même, qui a donné naissance à ces messagers. C'est le cas de la communication autocrine. Donc, on voit ici le signal qui est sécrété par la cellule et qui va réagir sur un récepteur qui appartient à la membrane de cette même cellule. D'autres signaux sont sécrétés, mais ils vont réagir sur les cellules voisines de la cellule émettrice. Et dans ce cas-là, on parle de communication paracrine. D'autres signaux aussi sont obligés de passer ou de partir vers des milieux plus loin de la cellule émettrice pour pouvoir déclencher les réponses. Et à ce moment-là, on parlera de communication endocrine. Et c'est le cas des hormones, par exemple, qui sont sécrétées, déversées dans le sang et qui vont voyager jusqu'aux cellules cibles. Et ensuite, on a un autre type, la communication juxtacrine, ici en bas. C'est quand la cellule émettrice et la cellule réceptrice de ce signal, ils vont devoir se lier ensemble. Là, il y a une adhésion cellulaire avant que le ligand ou bien le signal émis par la cellule, qui reste justement
lié à cette cellule qui lui a donné naissance et qui va réagir sur la cellule qui vient adhérer justement à cette cellule émettrice. Voilà maintenant quels sont les types, on peut se poser la question, quels sont les types de conséquences justement cellulaires de ces communications. Une conséquence logique, normale, c'est que les signaux que les cellules reçoivent vont permettre à cette cellule de survivre et de vivre normalement en harmonie avec elle-même. Donc, toutes les voies métaboliques donc, qui se passent, toutes les réactions biochimiques qui se passent à l'intérieur de cette cellule vont être régulées grâce à la réception, grâce à cette communication de la cellule avec son milieu environnant. D'autres signaux vont permettre aussi la différenciation de certaines cellules. C'est le cas, par exemple, des lymphocytes qui vont se différencier en plasmocytes, par exemple, suite un signal externe, donc on voit ça dans le système immunitaire, et les plasmocytes donc, vont pouvoir synthétiser les anticorps pour se défendre contre, par exemple, un intrus extérieur. D'autres types donc, de signaux que les cellules vont recevoir vont permettre leur division ou leur multiplication. Et enfin, une dernière conséquence, c'est que les signaux que les cellules peuvent recevoir peuvent entraîner, déclencher la mort de ces cellules. C'est le phénomène d'apoptose ou la mort programmée des cellules. Donc un organisme, il doit communiquer pour vivre. Et chaque cellule, comme on vient de le voir, il va recevoir plusieurs signaux. Et l'intégration de tous ces signaux par la cellule, de toutes ces informations, va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, ils vont dépendre de la nature des récepteurs qui reçoivent donc ces signaux. Ça va dépendre aussi des protéines de signalisation. Ces protéines, ils vont jouer un rôle de relais, d'intermédiaire entre le récepteur et l'effecteur cellulaire qui va donner donc la réponse finale. Et l'ensemble des événements intracellulaires qui vont se passer, qui vont survenir après donc la réception du signal jusqu'à la réponse cellulaire, on va appeler tous ces événements, tous ces phénomènes, la transduction du signal. Alors comment va se passer donc cette transduction du signal et cette réponse de la cellule à un signal donné? Ça va passer par plusieurs étapes. D'abord, des molécules vont transformer des protéines réceptrices. Donc il y aura ce qu'on a dit donc, tout à l'heure, les récepteurs, ce sont en général des protéines, et ces protéines vont se transformer à la suite de la liaison d'un récepteur. Puis le message, il va passer à l'intérieur de la cellule elle-même, ou bien il va partir vers d'autres cellules. Et à ce moment-là, on va remarquer qu'on va passer par 3 étapes essentielles. D'abord la réception du signal, la transduction du signal et la réponse à ce signal. Et pour ce faire, les cellules vont passer par 2 voies majeures. D'abord les récepteurs couplés à une protéine G et les récepteurs qui portent une activité enzymatique intrinsèque. Voilà donc les 2 voies possibles pour justement passer du signal à la réponse cellulaire. Donc 2 types de récepteurs, récepteurs couplés aux protéines G et récepteurs qui portent en eux-mêmes une activité enzymatique intrinsèque. Alors quelles sont les étapes donc de cette communication cellulaire? Tout d'abord, on a la réception du signal. Alors réception, détection par la cellule d'une molécule de signalisation qu'on appelle ligand. Alors ce ligand, il va venir soit de l'extérieur de la cellule, ou bien, comme on a dit tout à l'heure, il peut provenir de l'intérieur de la cellule elle-même. Alors ce signal, il est détecté lorsque la molécule se lie à son récepteur, qui est soit à la surface, soit à l'intérieur de la cellule. Donc retenez bien, il ne faut pas toujours comprendre que récepteur, c'est toujours lié à la membrane. Ça peut aussi être localisé à l'intérieur des cellules elles-mêmes.
Deuxième phase, deuxième étape de la communication cellulaire, la transduction. Et la transduction, on en parlait tout à l'heure, c'est lorsque la molécule de signalisation se lie au récepteur et ce récepteur va subir donc par la suite de la liaison à cette molécule de signalisation une série de transformations. Donc il va se transformer. Et cette transformation va déclencher le processus qu'on appelle le processus de transduction. C'est en quelque sorte le décodage du signal reçu par le récepteur en un langage donc compris par la cellule qui va facilement pouvoir donner une réponse adéquate à ce signal. Ceci peut se produire en une seule étape, donc la transduction peut se produire en une seule étape, ou bien au contraire, on va voir plusieurs étapes qui nécessitent différentes molécules, et ces molécules, on va les appeler des molécules relais ou des molécules intermédiaires. Donc ils vont jouer un rôle intermédiaire entre le récepteur et son ligand, et puis l'effecteur qui va justement déclencher la réponse finale à ce signal. Donc il y aura récepteur, effecteur, et entre les deux, des molécules relais ou des molécules intermédiaires. Et troisième étape, la réponse. Donc c'est l'étape de la signalisation cellulaire où le signal déclenche enfin une réponse cellulaire spécifique. Chaque ligand va donner une réponse propre à ce ligand. Donc il y a une notion de spécificité. L'adrénaline ne va pas réagir, ne va pas donner la même réponse qu'une insuline. Un ion, par exemple, qui va passer par un récepteur canal, ne va pas donner la même réponse qu'une molécule, par exemple, peptidique, qui va se lier à ce récepteur. Donc chaque ligand, chaque signal va donner une réponse spécifique. Alors voilà sur cette diapositive un peu cette image qui nous facilite un peu cette notion des étapes de la communication cellulaire. On voit à gauche ici donc le récepteur. Ici c'est la molécule signal qui vient donc se lier à ce récepteur. C'est la première étape qu'on a appelée la réception. Deuxième étape, la transduction. On a dit qu'elle peut se passer en une seule ou plusieurs étapes, grâce à ces molécules, donc relais intermédiaires entre le récepteur et puis l'effecteur, qui va donner la réponse proprement dite. Et puis cette étape de réponse, donc, qui va dépendre justement de la nature du ligand. Voilà, donc retenez bien, 3 étapes de communication cellulaire: réception du signal, transduction et réponse. Alors maintenant, on va voir un peu chaque acteur de cette communication cellulaire. On va commencer par les récepteurs cellulaires. Alors sur cette diapositive, on voit un peu les types de récepteurs qu'on trouve au niveau des cellules. Et ici à gauche, on voit les récepteurs qui sont des canaux ioniques. Et ces récepteurs, on les appelle des récepteurs ionotropiques. Alors, quand les ions passent d'un compartiment à l'autre à travers ces récepteurs, suite à la fixation d'un ligand donné sur ces récepteurs, donc il y a ouverture ou fermeture de ces canaux, et la concentration des ions va se trouver donc modifiée suite à la liaison de ce ligand. Donc, par exemple, il y aura une hyperpolarisation ou bien, au contraire, une dépolarisation, par exemple, des charges de part et d'autre d'une membrane cellulaire, ce qui va donner des effets à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ces récepteurs ionotropiques? La réponse elle est très rapide dans ce cas-là. Elle dure quelques millisecondes seulement. Donc réponse très rapide dans le cas du récepteur canal. Et on a l'exemple que vous connaissez très bien, l'exemple de l'acétylcholine
comme récepteur ici sur le récepteur nicotinique. Deuxième type donc de récepteur cellulaire, les récepteurs couplés aux protéines G. Ce sont des récepteurs métabotropiques, donc ils vont avoir un effet directement sur le métabolisme cellulaire. Et là, on voit bien ici au milieu notre récepteur, toujours qui vient de recevoir son ligand, qui vient de se lier donc à ce ligand. Et là, il y a une molécule intermédiaire entre le récepteur et l'effecteur. Donc l'effecteur, il peut être une enzyme ou bien un canal aussi ici. Et les molécules ici qui jouent ce rôle de relais entre le récepteur et les effecteurs, ce sont des protéines G. C'est là où on voit l'emplacement et le rôle donc, de ces protéines G. Donc ils jouent un rôle d'intermédiaire entre le récepteur et les effecteurs. Par exemple, l'effecteur, c'est une enzyme qui va donc donner un second messager chimique. On va voir d'autres exemples tout à l'heure, un peu plus tard dans ce cours. Et ce qui va donc déclencher, ce second messager va déclencher toute une série de transformations, par exemple des phosphorylations de protéines à l'intérieur de la cellule. Ce qui va donner donc des effets cellulaires différents, suivant que le ligand est fixé ou non. Ça peut donner aussi un relargage des ions calcium, ou bien d'autres réactions, par exemple au niveau génétique, au niveau du noyau. Ou bien quand il s'agit ici de la protéine G qui va activer, ouvrir ou fermer des canaux, donc ça va jouer sur l'excitabilité de la membrane donc cellulaire, ce qui va donc aussi donner des réponses au niveau de la cellule. Donc voilà le deuxième type donc, de récepteur. Le troisième type de récepteur, on le voit ici, ce sont des récepteurs enzymes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le récepteur, il est à la fois récepteur et il est à la fois enzyme. Ce n'est pas comme le cas précédent. Ici, on avait le récepteur et on avait l'effecteur, notre enzyme ici, mais entre les deux, il y avait un intermédiaire. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a des cas où les récepteurs sont eux-mêmes des enzymes qui font eux-mêmes les transformations et donnent les réponses cellulaires adéquates. L'exemple le plus classique ici pour les réponses des protéines G, par exemple l'adrénaline dans le métabolisme du glucogène. Ou bien, par exemple, ici, l'acétylcholine qui va donc se lier ici au récepteur et qui va jouer sur la perméabilité donc, de certains canaux, notamment sodiques et potassiques. L'exemple ici pour les récepteurs enzymes, par exemple, les récepteurs des cytokines dans la réponse immunitaire, qui va donc déclencher toute une série de réactions, toute une cascade de transformations à l'intérieur avant d'arriver à la réponse finale. Et puis, on a un quatrième type donc, de récepteurs, ce sont les récepteurs nucléaires qu'on va trouver dans les noyaux des cellules. Donc le ligand ici ne va pas rester sur la membrane cellulaire, mais au contraire, il va pénétrer jusqu'au noyau. Et c'est là, au niveau du noyau, qu'il y a son récepteur. Et justement, dans ce cas-là, la liaison du ligand sur le récepteur, il va avoir un effet sur, par exemple, la transcription des gènes, ce qui va donner la biosynthèse de certaines protéines et qui vont donner ensuite la réponse cellulaire. Donc là aussi, la réponse ici, dans ce cas de récepteur nucléaire, la réponse est très longue, donc ça peut durer aussi, comme dans le cas des récepteurs enzymes, plusieurs heures. Pardon. Et l'exemple le plus classique ici, ce sont les récepteurs des hormones stéroïdiennes. Donc on sait que les hormones stéroïdiennes ne peuvent pas rester à l'extérieur, vu leur lipophilie. Donc ils vont traverser aisément la membrane cellulaire et arriver jusqu'au noyau pour se lier donc, au récepteur et donner donc, les protéines correspondantes. Alors voyons un peu en détail chacun de ces récepteurs et on va commencer par les récepteurs couplés aux canaux ioniques.
donc les récepteurs ionotropes. Ces récepteurs vont jouer un rôle très important dans la signalisation, surtout des synapses, entre les cellules électriquement excitables. Donc, pensez un peu au problème des réflexes, au niveau des plaques motrices, au niveau des muscles, etc. Donc, on trouve ce genre de signalisation lors de l'intervention des neurotransmetteurs. On a vu tout à l'heure l'exemple de l'acétylcholine avec les récepteurs nicotiniques. Ces neurotransmetteurs, ils vont avoir un effet sur des canaux ioniques. Donc, si vous regardez un peu l'image ici en bas, on a ici à gauche un canal, donc un dimère protéique au niveau membranaire, et qui est fermé. Et la fixation justement d'un ligand va permettre l'ouverture de ces canaux et puis la traversée des ions d'un compartiment vers un autre. Donc voilà le rôle un peu de ces récepteurs ioniques. Alors, quelle est la structure de ces récepteurs ionotropiques ou ionotropes? Alors, on va les trouver sous plusieurs structures, sous plusieurs formes. D'abord, on va trouver des récepteurs ioniques sous la forme trimérique, c'est-à-dire 3 sous-unités. Et l'exemple le plus connu ici, ce sont les récepteurs de l'ATP, qui vont être activés par l'ATP. Ce sont les fameux récepteurs purinergiques. Et dans ce cas-là, l'ATP va jouer un rôle de signal de danger, par exemple lors d'une inflammation. Lors d'une inflammation, on a donc mobilisation des molécules d'ATP qui vont venir se coller, se lier à ces récepteurs trimériques purinergiques. Le deuxième type, les récepteurs tétramériques. Donc ce sont des récepteurs ioniques, mais cette fois-ci avec 4 sous-unités. L'exemple ici, ce sont les récepteurs tétramériques activés par le glutamate. Et ce sont des récepteurs spécifiques des cations. Alors l'exemple ici, le récepteur activé, ou bien le N-méthyl-D-aspartate. Et troisième et dernier type, les récepteurs pentamériques, c'est-à-dire des récepteurs ioniques avec 5 sous-unités, qu'on appelle aussi les 6 loops. Donc les fameux courbes qu'on va voir au niveau de ces récepteurs. Et l'exemple ici, c'est le récepteur de l'acétylcholine au niveau des récepteurs nicotiniques. On passe au deuxième type donc des récepteurs, les récepteurs couplés aux protéines G. Alors ce sont les récepteurs les plus nombreux au niveau des cellules. On va les trouver un peu partout. Et ces récepteurs couplés aux protéines G, ils vont être très diversifiés et on va les trouver beaucoup chez les eucaryotes. Ce sont des récepteurs de surface et ces récepteurs donc, de surface, ils vont agir comme une boîte de réception pour les messages sous forme d'énergie lumineuse, par exemple des photons, de peptides, de lipides, de sucre ou de protéines. Donc plusieurs types de ligands vont agir sur ce genre de récepteurs couplés aux protéines G. Et ces messages, une fois reçus par le récepteur, ils vont informer les cellules de la présence ou de l'absence donc de la lumière dans l'environnement des cellules, de nutriments essentiels à la vie, donc de la cellule. Ou bien ils vont véhiculer des informations envoyées par d'autres cellules. Voilà donc le rôle un peu de ces messages liés à ces récepteurs couplés aux protéines G. Alors ces récepteurs couplés aux protéines G, qu'on appelle les GPCR aussi, ils jouent un rôle dans un éventail incroyablement varié de fonctions dans le corps humain. Une meilleure compréhension de ces récepteurs a justement grandement affecté la médecine moderne. En fait, les chercheurs ils estiment qu'entre un tiers et la moitié de tous les médicaments commercialisés agissent en se liant aux récepteurs couplés aux protéines G. Donc, pour montrer un peu l'importance et la place que jouent un peu ces récepteurs couplés aux protéines G dans la vie de nos cellules.
Donc, comme on vient de le voir, ces récepteurs couplés aux protéines G, ils vont se lier à une variété, une très grande variété de molécules de signalisation, mais ils partagent une architecture commune qui a été conservée au cours de l'évolution. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nombreux eucaryotes utilisent donc ces récepteurs, les animaux, les plantes, les champignons, les protozoaires, ils vont tous dépendre de ces récepteurs pour recevoir les informations de leur environnement. Et les eucaryotes simples, comme la levure, qui n'est constituée qu'avec une seule cellule, ils ont des récepteurs liés aux protéines G qui détectent par exemple le glucose et les facteurs d'accouplement dans l'environnement justement de ces levures. Et les récepteurs couplés aux protéines G, ils sont impliqués dans beaucoup plus de fonctions dans les organismes multicellulaires. Donc plus il y a de cellules, plus il y a de récepteurs, donc plus il y a de fonctions et des réponses possibles grâce à ces récepteurs. Par exemple, chez l'homme, on a dénombré à peu près 1000 récepteurs couplés aux protéines G différents. Et chacun est hautement spécifique à un signal particulier. Alors comment ils sont ces récepteurs couplés aux protéines G au point de vue structural? C'est un seul polypeptide, un seul peptide qui est plié en forme globulaire, il est intégré dans la membrane plasmique de la cellule. Et en plus, il est intégré 7 fois. On a 7 segments de la molécule, donc du récepteur, qui va s'étendre sur toute la largeur de la membrane. Donc c'est une sorte de filament qui va rentrer et sortir donc de la membrane 7 fois. Et les parties donc intermédiaires donc de ce filament, de ce polypeptide, ils vont former des boucles à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, de chaque part donc de la membrane. Et les boucles extracellulaires, ils vont jouer un rôle des sortes de poches sur lesquelles vont se fixer les molécules de signalisation. Voilà sur cette diapositive un peu une image donc, de ces récepteurs couplés aux protéines G. On voit ici leur structure dans l'espace. Et on voit qu'il y a un passage, donc cette fois, si vous comptez un peu les boucles ici, on voit entre la partie N-terminale à l'extérieur, donc la cellule, et une partie C-terminale à l'intérieur, donc de ce fameux polypeptide qui va donc rentrer et sortir 7 fois à travers cette membrane cytoplasmique. Et on voit un peu les boucles, là on voit 3 boucles à l'extérieur et 3 boucles à l'intérieur. Donc ici à gauche, vous avez ce même récepteur, mais ici on le voit d'une manière schématique et on voit un peu les boucles ici, les 3 boucles externes et les 3 boucles internes, avec donc le bout NH2 ici et le bout COH de ce polypeptide. Voilà donc, retenez bien, cette structure particulière qui rentre et sort 7 fois de la membrane et qu'on appelle une structure serpentine, parce qu'elle fait penser à un serpent. Alors, quels sont les types ou les familles des protéines G? Il y a 2 grandes familles. La famille de la rhodopsine, qui est un récepteur situé au niveau de la rétine, comme vous le savez, la rhodopsine, c'est elle qui est responsable donc de la vision. Et sa façon de fonctionner a donné donc son nom à toute une famille donc, de composés, d'autres ligands donc, qui vont faire partie donc, de la même famille de la rhodopsine. Et parmi ces ligands, donc, en plus de la lumière, on va trouver l'adrénaline, l'ACTH, l'angiotensine, les gonadotropines ou gonadotrophines, c'est la même chose, le TSH, somatostatine, l'ocytocine, les odeurs aussi, ces molécules, donc des odeurs qui vont nous permettre à nous, les humains par exemple, aux animaux, de différencier différents types d'odeurs, et ils vont réagir de la même façon. Ils vont avoir comme intermédiaire entre leurs récepteurs olfactifs par exemple, des protéines G qui vont les aider à décoder donc
ce signal en une forme donc compréhensible par la cellule pour justement aboutir à la réponse. Donc voilà un peu ces ligands donc, qui font partie de la famille de la rhodopsine. Et puis on a une deuxième famille, la famille des sécrétines. Donc ce sont la sécrétine, par exemple, c'est des récepteurs situés au niveau de l'estomac. Et parmi les ligands de cette famille, on trouve la sécrétine, bien sûr, qui joue un rôle dans la digestion, le glucagon. Vous le savez, c'est une hormone qui va donc jouer un rôle dans la glycémie. Le parathormone, ou PTH, la calcitonin, et certaines hormones hypovisaires. Donc, tous ces ligands vont faire partie de la même famille, la famille des sécrétines. Et puis, il y a d'autres familles, par exemple la famille de récepteurs donc, à glutamate. Mais les plus importants, ce sont ces deux grandes familles, la famille de la rhodopsine et la famille des sécrétines. Alors, voyons un peu les types de protéines G qu'on trouve. Alors, les protéines G, ils ont été découverts par Alfred Gilman et Martin Rodbell, qui ont eu le prix Nobel de médecine en 1994, grâce à cette découverte. Et ce qui est très important ici, c'est que 3 à 6% des gènes de l'organisme codent pour des récepteurs couplés aux protéines G. Donc, c'est énorme. Donc, ils jouent un rôle, ils sont très variés, ils jouent un rôle très important dans l'organisme. Donc, c'est la famille la plus grande donc, de protéines membranaires répertoriées à ce jour. Donc, on va trouver plusieurs types de protéines G, les GI ou G0, c'est pareil, les GQ, les GS et les G12. Alors, il y en a d'autres, mais les plus importants, c'est celles-là. Ils vont se différencier grâce à leur fonction. Par exemple, les G0, ils vont inhiber l'adénylate cyclase. Les GS, ils vont activer cette même adénylate cyclase. Les GQ, ils vont activer la phospholipase C. Les G12, ils vont participer à la régulation du cytosquelette, donc tout ce qui est en rapport avec le mouvement au niveau des cellules. Donc voilà un peu pour une idée, pour vous donner une idée sur les types donc, de ces protéines G et leur rôle à l'intérieur des cellules. Alors maintenant, voyons voir un peu le fonctionnement, comment ça va se passer à l'intérieur de la cellule. Quel rôle vont jouer ces protéines G pour décoder le signal reçu par les récepteurs couplés à cette protéine G. Alors, je vous invite à vous concentrer un peu pour mieux cerner donc, le fonctionnement de ces protéines G. Alors, à l'état de repos, c'est-à-dire en absence de signal. Dans ce cas-là, la protéine G va se retrouver avec une forme hétérotrimérique, c'est-à-dire elle va se retrouver sous la forme de 3 sous-unités liées entre elles. Et cette forme va être liée à la molécule de GDP. Donc, à l'état de repos, la protéine G est trimérique, donc 3 sous-unités différentes, hétérotrimériques, et liées à une GDP. Quand le signal arrive, quand le signal se lie au récepteur, cette liaison, donc ligand-récepteur, il va provoquer un changement de conformation de ce récepteur qui va se lier cette fois-ci à une protéine G, mais qui est liée à une GTP. Et elle va donc retrouver sa forme active. Donc on passe de l'état de repos, quand la protéine G est hétérotrimérique liée au GDP, le signal arrive, transformation du récepteur et activation de la protéine G qui passe de la liaison au GDP à une liaison à une molécule de GTP. Donc la forme active du GTP, de la protéine G, c'est la forme où elle est liée au GTP. Et quand elle est active, maintenant, elle peut transmettre donc cette activation à l'intérieur vers les effecteurs. Voilà comment va se former un peu la réponse cellulaire
suite à la liaison d'un ligand. Donc, je répète encore une fois, le récepteur, le récepteur, il est à l'état de repos. Quand il subit un signal donc externe, ce récepteur va se transformer, sa conformation va changer, ce qui va déclencher l'activation d'une protéine G à l'intérieur de la cellule. Cette protéine G qui était inactive liée au GDP va maintenant se lier à un GTP et va se trouver sous une forme active. Une fois activé, il va transférer, il va passer, donc cette activation, ce signal, à des effecteurs qui vont donner la réponse correspondante au ligand de départ, au signal reçu par le récepteur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des protéines G sont membranaires, mais il y a des cas d'exception. On trouve des protéines G qui sont donc à l'intérieur du cytoplasme. Par exemple, la molécule ou la protéine G RAS, qui est une petite protéine donc constituée d'une seule sous-unité qu'on va trouver à l'intérieur de la cellule. Donc, quand vous dites protéine G, ne pensez pas toujours aux protéines G liées aux membranes. On peut les trouver aussi à l'intérieur du cytoplasme. Alors, les protéines qui s'associent à ces récepteurs couplés aux protéines G sont hétérotrimériques, comme on l'a dit précédemment, ce qui signifie qu'elles sont formées de 3 sous-unités différentes. Donc, la protéine G va avoir une sous-unité alpha, une sous-unité bêta et une sous-unité gamma. Donc, 3 sous-unités différentes. 2 de ces sous-unités, alpha et gamma, sont fixées à la membrane plasmique par des ancrages lipidiques. Donc, il y aura des acides gras, des terpènes, etc., qui vont permettre à ces sous-unités de s'intégrer, de se coller à la membrane plasmique. Retenez bien, 3 sous-unités, alpha, bêta, gamma, et alpha et gamma sont reliés grâce à des composés lipidiques, acides gras par exemple, à cette membrane. Alors voyons un peu le fonctionnement de ces protéines G, maintenant qu'on a vu leur structure. Quand le ligand se lie au récepteur, donc les sous-unités de la protéine G, ils vont se dissocier en 2 parties. Donc ils vont se couper en 2. La sous-unité alpha d'un côté va lier le GTP, il va s'activer, et le dimère bêta-gamma qui va rester lié. Donc bêta va rester lié à gamma. Ils vont former un dimère actif. Donc ils vont se séparer des trimères alpha-bêta-gamma. Donc on aura d'un côté, là je vous ai mis un peu au milieu ici cette équation, le récepteur qui vient donc de lier son ligand, et la séparation de la sous-unité alpha qui était liée au GDP à l'état donc de repos, qui est maintenant actif et lié au GTP. Et puis le dimère bêta-gamma qui reste lié l'un à l'autre. Alors les 2 parties maintenant séparées, ils restent ancrés à la membrane plasmique. Mais ils ne sont plus liés au récepteur. Donc, retenez bien, le ligand vient, il se lie au récepteur. Le récepteur va changer de conformation, il va activer la protéine G. La protéine G qui était au repos, constituée de alpha, bêta, gamma et liée au GDP, va maintenant s'activer et les sous-unités vont se séparer en 2. Alpha lié au GTP d'un côté et bêta, gamma de l'autre. Et ces sous-unités viennent maintenant et sont actifs, ils vont diffuser tout le long de la membrane plasmique et ils vont interagir avec d'autres protéines membranaires pour donner la réponse cellulaire. Voilà donc comment vont fonctionner ces protéines G. Alors sur ce dessin, sur cette diapositive, il vous montre un peu ce que je viens de vous dire. En haut, on a donc notre ligand, ici. Il vient, et voici le récepteur donc serpentine, ici sur la membrane plasmique.
Et quand le récepteur donc est absent, la protéine G qui est ici à côté du récepteur, mais séparée de lui, à l'état de repos, elle est constituée de alpha, bêta, gamma, avec alpha lié au GTP. Quand le ligand se lie, on le voit ici dans la deuxième étape, le récepteur, lui, va changer de conformation, il va s'activer et il va se lier à la fameuse protéine G. Cette protéine G maintenant, qui reçoit un peu le signal de ce récepteur, il va s'activer, les sous-unités vont se séparer et vont s'éloigner donc de ce récepteur et la sous-unité alpha va lier le GTP. Et c'est sous cette forme que les sous-unités sont actives et ils vont donc transmettre donc ce signal à d'autres protéines, à d'autres molécules effectrices de la cellule pour justement donner la réponse cellulaire. Alors voici ici aussi sur ce dessin les protéines G avec le récepteur et tout ça en fonction. Ça résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. On a les ligands ici, les différents ligands, soit la lumière, les ions cations, les odeurs, les acides aminés, les peptides, les lipides, ou bien les hormones stérolyques, par exemple les TSH, les LH, les FSH, etc., les interleukines, les chymokines donc, du système immunitaire, toutes ces molécules, ils peuvent donc se fixer aux fameux récepteurs liés aux protéines G, et on a ici nos protéines G, qui vont recevoir donc le signal de ces molécules, et ils vont s'activer, ils vont se séparer. Ici, d'un côté l'alpha-GTP, de l'autre bêta-gamma. Et ces molécules donc de alpha activées liées au GTP, ils vont donc activer d'autres molécules, par exemple un canal ou bien des enzymes, etc. De la même chose, gamma-bêta qui est activé maintenant et séparé de alpha, ils vont aussi activer d'autres effecteurs pour donner la réponse cellulaire. Alors, est-ce que cette activation va rester perpétuellement? Non. Il va falloir, à un moment donné, l'inactiver, arrêter cette activation. Alors, comment ça va se passer? Alors, les protéines G, ils sont actives tant que la sous-unité est liée au GTP. Par exemple, la sous-unité alpha. Donc, tant qu'elle est liée au GTP, elle va être active et elle va activer d'autres effecteurs. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que cette sous-unité alpha a une propriété particulière, c'est une GTPase. Elle a la propriété d'hydrolyser elle-même la molécule de GTP qui lui est liée, qui lui est accrochée. Donc avec le temps, cette propriété GTPasique va donc se réveiller grâce à des molécules qui vont l'aider à faire ça, qu'on appelle les GAP, donc protéines activatrices de GTPase. Et une fois réveillées, cette propriété GTPasique, ils vont donc se mettre en route, et notre GTP lié à la sous-unité alpha va s'hydrolyser de lui-même. Donc, une fois hydrolysé, il va devenir du GDP, et ces sous-unités, maintenant, qui redeviennent comme s'ils étaient à l'état de repos, donc liés au GDP, ils vont pouvoir s'associer de nouveau avec les sous-unités bêta et gamma, et la protéine G va retrouver sa forme hétérotrimérique de départ. Donc ça va fonctionner un peu comme un interrupteur. Une fois c'est activé, quand le ligand est là, et quand les sous-unités donc sont activées avec le GTP, et la séparation avec bêta-gamma, et une fois la fonction, la propriété GTPasique donc se met en route, le GTP va s'hydrolyser, on passe de la forme GTP à la forme GDP, et notre protéine G, notre sous-unité, va s'inactiver d'elle-même, et elle va se lier donc aux autres sous-unités bêta et gamma pour donner la forme donc inactive de la protéine G. Donc une fois activée, une fois désactivée, ça rappelle un peu le fonctionnement d'un interrupteur. On et off.
une remarque très importante, certaines protéines G vont stimuler l'activité des effecteurs cibles, tandis que d'autres vont avoir une fonction inhibitrice. Il ne faut pas toujours comprendre par activation de la protéine G automatiquement activation d'une cible. Non, la protéine G, une fois activée, il peut avoir un rôle d'activatrice des cibles, comme elle peut avoir un rôle d'inhibitrice. Deuxième remarque, les génomes de vertébrés vont contenir plusieurs gènes qui codent pour les sous-unités alpha, pour les sous-unités bêta et pour les sous-unités bêta. Conséquence, c'est ça qui explique un peu la diversification des types de ces protéines G. Alors imaginez qu'il y avait un seul type, par exemple, si on a un seul type de protéine G, comment on va faire avec la diversité, la variété très grande des ligands? On a dit tout à l'heure que les ligands, plusieurs types de molécules peuvent justement se lier à ces récepteurs couplés aux protéines G. On a vu l'odeur, on a vu le phénomène donc, de la vision qui travaille aussi via les protéines G, on a vu des peptides, on a des hormones, etc. Donc toute une grande variété de molécules qui peuvent se lier aux récepteurs. Donc automatiquement, chaque récepteur va avoir une protéine G correspondante, spécifique à ce ligand. Donc, il y a automatiquement une variété très grande de protéines G. Et ça ne peut s'expliquer que par la diversité ou bien la multiplication et la variété donc, des gènes qui vont coder pour ces protéines G. En effet, si on regarde ici, on a plusieurs types de sous-unités alpha. Les sous-unités alpha qui vont donner des protéines GS, les sous-unités alpha qui vont donner les protéines GI, ce sont des alpha-I, les alpha-Q donnent des GQ, et les alpha-12 vont donner des protéines G12. Donc ici, on a donc plusieurs gènes qui vont coder pour les alpha-S, plusieurs pour les alpha-I, plusieurs gènes qui vont coder pour les alpha-Q, et plusieurs, donc ici, des gènes qui vont coder pour les alpha-12. La même chose pour les sous-unités gamma et pour les sous-unités bêta. Ici, on voit ici schématisé les gènes variés qui codent pour la sous-unité gamma et les gènes ici, plusieurs gènes qui vont coder pour les sous-unités bêta. Donc, je vous laisse imaginer un peu les combinaisons, les grandes combinaisons, plusieurs combinaisons possibles de ces sous-unités. Donc, un gène ici, par exemple, on prend un gène ici, un gène là. Et ça va donner une certaine protéine G. Ensuite, ce gène ici va se lier à ce deuxième gène par exemple, et on va constituer une autre protéine G, différente de la première, etc. Donc on a une très grande manière, si vous voulez, de recombiner tous ces gènes pour donner des protéines G, et c'est comme ça que s'explique un peu la grande variété des protéines G qu'on trouve au niveau des cellules, et ça explique un peu leur rôle central dans la transformation des signaux à l'intérieur des cellules. Alors maintenant qu'on a vu un peu ces variétés des protéines G, on va voir un peu les effecteurs liés à ces protéines G. Alors, on a parlé des effecteurs, on a parlé des protéines G, on a vu un peu qu'est-ce qui se passe quand le ligand va se lier au récepteur, l'activation des protéines G, et maintenant on va voir la relation des protéines G avec l'effecteur qui va donner la réponse cellulaire. Le premier effecteur qui travaille avec les protéines G, c'est l'adénylate cyclase. C'est l'effecteur le plus répandu de la cellule. Il va posséder deux régions. Un domaine transmembranaire, d'un côté, il va traverser la membrane, et un domaine cytosolique qui va jouer le rôle de catalyseur. Alors, quand on dit adénylate cyclase, bien sûr, c'est une enzyme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fixer l'ATP. Il va avoir comme substrat l'ATP, et elle va réagir pour transformer l'ATP en AMP cyclique.
Donc, dès qu'il y a liaison du récepteur du ligand, pardon, sur son récepteur, il y a activation de cette enzyme, la dénylate cyclase, grâce à l'activation de la protéine G. On a vu comment ça s'est passé. Et une fois l'enzyme ici activée, il va fixer l'ATP et la transformer en AMP cyclique. Alors plusieurs, bien sûr, ici, on vous dit que plusieurs types de ligands peuvent faire ceci, soit des ligands qui vont activer, comme on l'a dit tout à l'heure, l'effecteur, ou bien des ligands qui vont, au contraire, inhiber donc l'effecteur. Par exemple, ici, on vous donne un peu le prostaglandine E2 et l'adénosine qui vont jouer un rôle d'inhibiteur donc de la dénylate cyclase ou la dénylyle cyclase, c'est la même chose. Ou bien, par exemple, ici, le glucagon, la CPH, etc., qui vont jouer le rôle de ligand activateur de la dénylate cyclase. Alors, comment va fonctionner la dénylate cyclase suite donc à la liaison donc, de ces ligands sur le récepteur correspondant? On a dit, si vous regardez ici l'équation, donc la réaction biochimique, l'ATP ici, qui va libérer un pyrophosphate grâce à la dénylate cyclase et former notre AMP cyclique. Alors, c'est quoi l'AMP cyclique? C'est un messager secondaire, c'est un second messager chimique. Donc, il va jouer un rôle intermédiaire aussi entre le récepteur et la réponse cellulaire. Et l'AMP cyclique va jouer un rôle central, on va le trouver un peu partout. Il va jouer des rôles très variés à l'intérieur des cellules parce qu'il va jouer un rôle dans l'augmentation de la fréquence cardiaque, dans l'activation des canaux ioniques, dans la sécrétion du cortisol. On va le trouver aussi dans les voies métaboliques de dégradation du glycogène, de dégradation des graisses. On va le trouver aussi au niveau du noyau parce que c'est là où il va jouer un rôle dans la transcription de certains gènes. Et là, pensez à la fixation de l'AMP cyclique sur la région donc spécifique qu'on appelle la région crée de l'ADN avec l'association au facteur de transcription CRE-BP. Il va induire aussi la contraction des muscles. Et bien sûr, on va le trouver aussi dans la fusion des trophoblastes. Donc là, au niveau donc, des placentas. Donc, on va un peu trouver cet AMP cyclique un peu partout. Et il va jouer des rôles très variés au sein des cellules. Voilà, on va voir maintenant le scénario de fonctionnement de cette enzyme qui est l'adénylate cyclase. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y a des hormones, particulièrement le glucagon et l'adrénaline, qui vont donc provoquer ou déclencher donc l'activation de cette protéine kinase A, qui va jouer un rôle très important dans les cellules, notamment dans les régulations du métabolisme du glycogène et des lipides. Voilà donc le scénario est le suivant. Le point de départ est la fixation donc de ces ligands sur le récepteur. Donc supposons qu'il y a une adrénaline ou le glucagon qui va se fixer sur R. R va donc changer de conformation et il va s'activer. Ce récepteur va activer donc à son tour une protéine G. Donc la sous-unité alpha de cette protéine G, elle va libérer le GDP et elle va fixer le GTP. Et elle va se séparer des sous-unités bêta-gamma. Donc la protéine G maintenant activée, elle va activer à son tour l'adénylate cyclase. Et l'adénylate cyclase, on a vu tout à l'heure, quand elle est active, elle va fixer l'ATP et elle va le transformer en AMP cyclique en libérant le pyrophosphate. L'AMP cyclique, qui est libéré maintenant par l'adénylate cyclase, il va se fixer sur la sous-unité R de la protéine kinase A. Alors comment ça va se passer? Regardez ici, sur cette partie de droite de la diapositive, ici schématisé la protéine kinase A. Elle est formée de 4 sous-unités. 2 sous-unités régulatrices qu'on appelle des sous-unités R et 2 sous-unités catalytiques qu'on appelle des sous-unités C. Quand elle est inactive, ces sous-unités
forme un tétramère. Donc, en absence d'AMP cyclique. Une fois l'AMP cyclique donc formé dans la cellule, cet AMP cyclique va venir se fixer sur les sous-unités régulatrices. Et une fois fixé sur ces sous-unités, l'ensemble va se disloquer, il va se séparer. D'une part, on aura donc les sous-unités régulatrices avec l'AMP cyclique, et d'autre part, on aura les sites catalytiques maintenant qui vont voir leur site actif libre. D'où leur activation et ils vont donc finalement pouvoir phosphoryler d'autres protéines à l'intérieur de la cellule. On va voir un exemple concret de cette cascade d'activation. On va voir comme exemple la régulation du métabolisme du glycogène. Comme ça, quand vous révisez donc votre métabolisme des glucides, et il faut relier un peu ce qu'on voit ici avec les régulations de ce métabolisme. Alors, le point de départ, ou le point qui va déclencher un peu ces activations, on a dit que ce sont des ligands qui vont se lier. Donc, on le voit ici en encadré ici en vert, on voit ici notre fameux ligand qui s'est lié à un récepteur au niveau membranaire. Par exemple, l'adrénaline. Dans notre cas ici, dans le métabolisme du glycogène, c'est l'adrénaline qui va jouer un peu ce rôle de ligand. Donc l'adrénaline, qui va se fixer sur le récepteur, il va activer la protéine G. La protéine G va activer l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase va synthétiser de l'AMP cyclique. L'AMP cyclique va donc être de plus en plus en quantité importante dans le cytoplasme et il va donc finir par activer la protéine kinase A. Alors que va faire la protéine kinase A maintenant qui est activée? Elle est là, représentée par ce rond vert ici. Elle va agir à plusieurs niveaux. Et je vous rappelle un peu ce qu'on a vu dans le métabolisme des glucides, dans le métabolisme du glycogène. Deux enzymes sont très importantes ici dans ce type de métabolisme. La glycogène synthase ici et la glycogène phosphorylase. Donc l'une va être responsable de la synthèse du glycogène, alors que la glycogène phosphorylase, elle, va avoir un effet contraire. Elle va dégrader notre glycogène pour nous libérer du glucose. Voici donc ces deux enzymes qui travaillent d'une manière opposée. La protéine kinase A active, qui vient d'être activée maintenant suite à la liaison de l'adrénaline sur le récepteur. Cette protéine kinase A active, il va stimuler la dégradation du glycogène. Comment? Alors, il va d'abord phosphoryler une glycogène phosphorylase kinase, et cette glycogène phosphorylase kinase phosphorylée, il va se trouver sous une forme activée. Elle va elle-même activer une glycogène phosphorylase qui est inactive sous la forme déphosphorylée et qui va s'activer en étant phosphorylée par cette glycogène phosphorylase kinase. Et une fois activée, la phosphorylase maintenant, elle peut libérer notre glucose et augmenter sa concentration, par exemple dans le sang, d'où une hyperglycémie causée par la fixation de l'adrénaline. Donc l'adrénaline, c'est bien une hormone hyperglycémiante. D'un autre côté, la protéine kinase A active, suite à la fixation toujours de l'adrénaline, il va jouer sur la forme de la glycogène synthase. La glycogène synthase, contrairement à la phosphorylase, elle est active sous la forme déphosphorylée. Elle est là. Quand elle est phosphorylée, elle est inactive. Et une fois phosphorylée par la protéine kinase A, cette fameuse glycogène synthase, elle va se trouver inactive.
Et quand elle est active, c'est elle, on l'a dit, qui va donc lier le glucose qui est ici sous la forme du DPG, on l'a vu donc dans le métabolisme des glucides, et il va greffer donc cette molécule de glucose sur du glycogène préexistant pour augmenter ces nombres de glucose. Donc retenez bien, deux enzymes centrales, glycogène synthase d'un côté et glycogène phosphorylase de l'autre, ces deux enzymes ont des formes différentes. L'une, elle est active sous la forme phosphorylée, alors que l'autre, la synthase, elle est active sous la forme déphosphorylée. Donc, quand la protéine kinase A va phosphoryler les protéines ici, elle va activer la phosphorylase, mais elle va inactiver la glycogène synthase. Ce qui est logique. On ne peut pas dégrader et former du glycogène en même temps. Sinon, la réaction, la cellule va avoir comme bilan de fabrication donc, du glycogène égale nul. Parce que si on active les deux ici sous la forme phosphorylée, l'une va dégrader et l'autre va stocker. Donc le bilan serait nul. C'est pour ça, dans la cellule, la synthase est active sous une forme déphosphorylée, alors que la phosphorylase est active, elle, sous la forme phosphorylée. Alors, troisième possibilité d'action de ces fameuses protéines kinases, ici, ils vont jouer sur l'état de phosphorylation d'un inhibiteur, d'une protéine inhibitrice d'autres enzymes qu'on appelle les phosphatases. Alors, c'est quoi une phosphatase? C'est une enzyme qui enlève le phosphate. Donc, retenez bien, kinase phosphoryle et phosphatase déphosphoryle. Ils font le contraire du travail des kinases. Alors, la protéine kinase A, une fois activée, il va phosphoryler une protéine inhibitrice de ces fameuses phosphatases. Alors, on le voit ici, la forme de cette protéine inhibitrice est phosphorylée, et quand elle est phosphorylée, elle va faire passer la phosphatase d'une forme déphosphorylée à une forme phosphorylée. Et la phosphatase, elle est sous la forme inactive quand elle se lie à son inhibiteur phosphorylé. Donc je vous laisse intégrer un peu ceci dans votre esprit. On a dit le ligand va se lier au récepteur, activation d'une protéine G, activation de la démyélate cyclase, formation de l'AMP cyclique se lie à la protéine kinase et la protéine kinase A va se retrouver activée. Alors, une fois activée, plusieurs cibles. La première cible, c'est la glycogène phosphorylase, l'enzyme qui dégrade le glycogène. Donc, quand elle va être phosphorylée, elle va le dégrader, elle va nous libérer du glucose libre. Deuxième cible de la protéine kinase A, la glycogène synthase. La glycogène synthase, si on la laisse sous la forme libre, déphosphorylée, elle va nous faire du stockage. Or, nous, on veut la libération du glucose. Donc, la phosphorylation de cette glycogène synthase va l'inhiber, ce qui va bloquer la voie des stockages et la formation du glycogène. Et troisième possibilité, la protéine kinase A, elle va indirectement inactiver les phosphatases. Comment? En phosphorylant une protéine inhibitrice de ces fameuses phosphatases. Donc en les phosphorylant, ils vont prendre des formes inactives et ils ne vont pas toucher donc aussi aux enzymes phosphorylées par la protéine kinase A. Sinon, comme je l'ai dit, la même chose, on va avoir un bilan nul. Si on accroche les phosphates en active et en même temps on laisse la phosphatase décrocher ce phosphate, le résultat serait nul. C'est pour ça, d'un côté, les phosphorylations vont activer et de l'autre côté, les phosphorylations vont inactiver.
Alors toujours dans la voie de régulation du métabolisme du glucogène, et on va voir un peu ce qui se passe quand l'AMP cyclique va diminuer dans la cellule. Alors quand l'AMP cyclique va diminuer automatiquement, c'est logique, la fameuse protéine kinase A va être désactivée. Et si elle va être désactivée, donc ses propriétés de kinase, donc de phosphorylation, ils vont diminuer dans la cellule. Donc on va favoriser les formes déphosphorylées. Et on a dit tout à l'heure que ces fameuses protéines phosphatases, elles sont actives sous la forme déphosphorylée. Donc on va voir cette forme déphosphorylée de phosphatase prendre donc de l'importance dans la cellule suite à la diminution de l'AMP cyclique cytosolique. Une fois activées, ces phosphatases vont donc inhiber les glycogènes phosphorylase kinase, parce qu'ils vont être déphosphorylés. Et quand elles vont déphosphoryler, on va automatiquement déphosphoryler les glycogènes phosphorylase, puisqu'ils vont passer à la forme déphosphorylée grâce à ces phosphatases. Et troisième cible, les glycogènes synthase qui sont inactives sous la forme phosphorylée. Quand la phosphatase est active, il va enlever de ce phosphate et on va retrouver notre glycogène synthase sous une forme déphosphorylée active et qui va maintenant faire du stockage. Donc retenez bien, ce scénario est le contraire et l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure quand les pKa sont actifs et quand la quantité d'AMP cyclique est très importante dans le cytosol. Là, on va vers les dégradations. On va libérer du glucose. Au contraire, quand ce sont les phosphatases qui sont actives, dans le cas où l'AMP cyclique est faible, la concentration est faible dans les cellules, à ce moment-là, les dégradations vont s'arrêter et ce sont les stockages qui vont être favorisés. Alors les pKa dont on a parlé tout à l'heure, suite donc à la fixation de l'adrénaline, qui ont été activés par la fixation donc, de l'AMP cyclique, ils peuvent aussi phosphoryler des protéines non cytosoliques. Voilà, par exemple, ils peuvent phosphoryler des canaux au niveau des membranes. Et ces canaux, par exemple, s'ils sont impliqués dans la transmission de l'influx nerveux, ils vont jouer un peu sur la polarité ou la charge de part et d'autre de ces membranes. C'est comme ça que l'influx nerveux va donc voyager le long des nerfs. Ou bien ils vont aussi phosphoryler des canaux membranaires impliqués dans la physiopathologie des choléras. Et là, je vais ouvrir un peu une parenthèse pour vous expliquer un peu le fonctionnement donc, de ces canaux, de ces récepteurs, dans le cas d'une infection avec les vibrions cholériques. Alors, comme vous savez, les vibrions cholériques, ils vont passer par le tube digestif. On va maintenant, par exemple, les ingérer dans de l'eau infectée ou bien dans des aliments infectés, et ces vibrions cholériques vont arriver au niveau de l'entérocyte. Donc, une fois collés sur la membrane de l'entérocyte, ils vont donc sécréter une toxine spéciale à ces vibrions cholériques, et cette toxine va pénétrer à l'intérieur de l'entérocyte. Et une fois pénétrés à l'intérieur de l'entérocyte, ils vont activer donc les protéines G. Et comment ils vont activer ces protéines G? Ils vont leur faire perdre la fameuse propriété GTPasique. Donc ils vont les activer d'une manière perpétuelle, d'une manière continue. La protéine G ne peut, ou la sous-unité plutôt alpha de la protéine G ne peut plus dégrader le GTP. Ce qui fait qu'elle va rester active très longtemps. À cause justement de cette toxine du vibrion cholérique. Donc retenez bien, le vibrion arrive par voie digestive, se colle en entérocyte,
sécrétion de la toxine pénètre dans l'entérocyte et elle va se coller à la sous-unité, elle va avoir un effet sur la sous-unité alpha de la protéine G. Quel effet? Eh bien, il va lui faire perdre la propriété GTPasique. La protéine ou la sous-unité alpha ne peut plus dégrader le GTP pour redevenir du GDP, ce qui fait, pardon, elle va être active tout le temps. Et tant que la sous-unité alpha est active, elle va avoir un effet d'activation permanent sur, par exemple, la dénylate cyclase. Et la dénylate cyclase, par cette activation permanente, il va phosphoryler constamment un canal membranaire, un canal qu'on appelle le canal CFTR, ici, représenté ici en vert, et c'est un canal à chlore. Donc ce canal va s'ouvrir constamment, suite donc à cette activation, et il va laisser passer du chlore de l'intérieur de la cellule vers la lumière intestinale. Le chlore est chargé négativement. Pour neutraliser toutes ces charges négatives, il va tirer avec lui du sodium. Et une fois le sodium dehors, il va former du NaCl avec les chlores. Et qui dit NaCl dit attraction de l'eau. Donc il y a une attraction de l'eau, une fuite de l'eau qui va se passer de l'entérocyte vers la lumière intestinale, d'où une diarrhée intense suite donc à l'ingestion de ce vibrio colérique. Voilà donc, sans trop tarder, le fonctionnement ou bien le scénario qui se passe donc suite à l'ingestion du vibrio colérique. Donc relation directe avec les protéines G, et ce sont sa partie donc de sous-unité alpha qui va être activée d'une manière permanente, ce qui va jouer sur la perméabilité donc de ces canaux à chlore, et résultat, comme conséquence, donc on va avoir une fuite d'eau de l'entérocyte et de l'organisme entier vers donc les lumières de l'intestin, d'où l'apparition de diarrhée. Alors, maintenant, on a vu un peu ce fonctionnement donc, de ces protéines G, leur action, leur activation de l'adénylate cyclase comme premier effecteur. Alors, si on ne régule pas, si on n'arrête pas cette fixation, l'adénylate cyclase va nous former d'une manière donc accrue de l'AMP cyclique, et notre AMP cyclique va donc avoir des effets sur plusieurs protéines cibles. On a vu un peu tout à l'heure les cibles sur lesquelles il peut jouer. Donc, c'est des cibles très variées à l'intérieur de la cellule. Donc, il va falloir à un moment arrêter cette activation. Alors, comment? On vient de voir un peu les toxines colériques. Ils vont moduler, et dans ce cas-là, ils vont augmenter les niveaux de l'AMP cyclique. Et tant que la toxine est présente donc, à l'intérieur de l'entérocyte, l'AMP, donc la protéine G qui est active, il va activer la dénylate cyclase. La dénylate cyclase, il va former, donc il va synthétiser de l'AMP cyclique d'une manière continue. Donc l'AMP cyclique va grandir. Donc sa concentration va augmenter à l'intérieur de l'entérocyte, d'où donc amplification de cette réponse de la dénylate cyclase. Deuxième action sur la dénylate cyclase par la force choline. La force choline, c'est quoi? C'est un produit, c'est un composé naturel, végétal, qui va activer la dénylate cyclase même en absence donc, de la protéine G. Donc, ce force choline, c'est une molécule qui est beaucoup utilisée donc, dans les recherches scientifiques sur ces récepteurs donc, couplés aux protéines G, et ils permettent, comme je viens de le dire, donc d'activer d'une manière continue la dénylate cyclase, même sans passer par les protéines G. La caféine, la théophylline, donc ces deux excitants, ils vont jouer un rôle d'inhibiteur de la phosphodiesterase. Alors je vous rappelle un peu l'action de la phosphodiesterase, elle va faire le contraire de la dénylate cyclase. C'est une enzyme donc, qui va permettre l'ouverture du cycle de la molécule de l'AMP cyclique. Donc on va passer de l'AMP cyclique à l'AMP.
Donc, retenez bien, ces phosphodiestérases, ils vont permettre le passage de l'AMP cyclique à l'AMP. Donc, ils vont ouvrir le cycle de cette molécule d'AMP cyclique. Et ces phosphodiestérases, ils sont inhibés par ces excitants caféine et théophylline, ce qui conduit à une activation des protéines G, entraînant l'activation donc de l'avant de l'AMP cyclique. D'accord? Troisième ou quatrième plutôt mode de régulation de la dénylate cyclase, la bucladésine, qui est une molécule également un inhibiteur de la phosphodiestérase. Et si on inhibe la phosphodiestérase, comme la caféine et la théophylline, on va favoriser la formation de l'AMP cyclique. Donc, on va favoriser les phosphorylations. Maintenant, on a vu un peu les molécules qui nous ont activés, qui nous ont permis de former plus d'AMP cyclique. Alors, quelles sont les molécules qui vont maintenant inhiber la formation de cette AMP cyclique et par conséquent inhiber la dénylate cyclase? D'abord, il y a les phosphatases. Ils vont déphosphoryler donc ces protéines kinase A. Il y a ces fameuses phosphodiestérases qui vont ouvrir le cycle et inactiver l'AMP cyclique, la dénylate cyclase. Qui ont une activité opposée à la kinase, qui, elles, vont phosphoryler. Les protéines GI, ces protéines G inhibitrices, donc qui inhibent la dénylate cyclase, ils réduisent les niveaux de l'AMP cyclique. Il y a les toxines coquelucheuses. Ces toxines, ils vont diminuer le niveau de l'AMP cyclique. Je vous donne une remarque ici, très importante. Il existe des protéines qu'on appelle l'ACAP, les protéines d'ancrage. Et ces protéines, ils vont délimiter le lieu cellulaire de l'action des protéines kinase A. Comment? Ils vont s'associer à ces protéines kinase A et ils vont les adresser, ils vont les emmener vers des compartiments particuliers de la cellule où ils peuvent justement phosphoryler les protéines cibles. Parce que si on laisse les protéines kinase A réagir n'importe où de la cellule, ils vont un peu phosphoryler un peu n'importe quoi et n'importe où. C'est pour ça il y a dans la cellule ces fameuses protéines ACAP qui vont jouer le rôle d'ancrage. Ils vont adresser ces protéines kinase A vers le site de fonctionnement. Merci de votre attention. Au revoir.